Alors, bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce mon petit entretien un peu spécial. Je vais vous dire à la fin pourquoi. Mon petit entretien qui aujourd'hui est dédié à l'ouvrage d'Alexandra Shatska, notre invitée qui est à ma droite. Et c'est sur son livre qui vient de sortir « Je ferai le tour du monde ». Avant de commencer et d'aller dans le vif du sujet, juste vous rappeler que ce livre-là vous est offert avec 25 % de rabais à la coop et que si vous l'avez déjà en main, Madame Shatska se fera probablement, je présume que ça fera plaisir de le dédicacer à la fin de la séance. Et aussi, Julie me rappelle, avec ses gros yeux, qu'il y aura un tirage aussi à la fin pour quelques chanceux qui pourront l'avoir gratuitement, cet ouvrage-là, qui sera évidemment dédicacé lui aussi. Et les questions? Les questions que vous aurez sûrement à la fin de la conférence pourront être posées au micro qui est ici, encore une fois, à ma droite, à côté de Julie. Et d'abord, j'aimerais commencer en vous souhaitant la bienvenue, Madame Shatska, et vous remercier de votre présence aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup, merci de me recevoir. On sait que c'est le Salon du Livre et que la tournée promotionnelle du livre doit vous occuper beaucoup. Alors, on se sent très privilégié de vous avoir avec nous. Et d'autant plus privilégié que, comme vous le savez, nous sommes dans une école qui a une école, on enseigne le journalisme dans notre profil média. Et ce livre-là qui fait, que je situerai un peu à mi-chemin entre la discussion sur le métier de journalisme et vos mémoires, si on veut, est particulièrement pertinent non seulement pour les étudiants en journalisme, mais aussi pour tout le monde, et surtout les étudiants du cégep, puisque ce livre-là commence avec, évidemment, la description de votre parcours, de votre arrivée au Québec. Et on voit aussi que vous n'avez pas étudié en journalisme, n'est-ce pas? Vous avez fait d'autres études, et j'aimerais commencer, d'abord, évidemment, après vous êtes présenté, j'aimerais commencer avec justement une description, nous raconter comment s'est passé votre parcours vers le journalisme. Et alors, pour ceux qui l'ont, probablement que vous n'avez pas encore lu le livre, mais ceux qui l'ont lu, vous allez trouver que je me répète un peu, mais parce que je le raconte dans le livre, je suis arrivée ici à l'âge de 16 ans. Je suis née en Pologne. Je pense qu'il y a certains d'entre vous peut-être qui sont aussi nés dans d'autres pays, sont immigrants ici. Alors, et vous allez retrouver dans ce livre sûrement des choses similaires. Donc, on arrive ici, on parle pas la langue. C'était pas toujours facile, surtout quand on est adolescent. Hein, c'est très important d'avoir des repères autres que juste la langue. Tu commences à être capable de comprendre la télé et de dire quelques phrases, mais si tu n'as pas les codes, si tu connais pas les mêmes groupes de musique que tout le monde, tu es out complètement. Donc, à l'adolescence, c'est quand même assez difficile. Alors, j'arrive à Trois-Rivières, même pas dans une grande ville comme Montréal, mais à Trois-Rivières, où mes parents ont eu un emploi de professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, tous les deux, en sciences, chimie, biochimie. Et donc, je commence à étudier et évidemment, je suis un peu les traces de mes parents. Comme je suis assez bonne en sciences, j'étudie en sciences pures. Et ensuite, je vais à l'Université Laval en biochimie, comme mon père. Et je fais 2 ans de biochimie. Ça me prend 2 ans avant de me rendre compte que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire, oui, ça m'intéresse, mais pas assez pour faire ma vie là-dedans. C'est pour vous dire que des fois, des choix définitifs de carrière peuvent prendre beaucoup d'années et que c'est pas grave. Alors, 2 ans de sciences pures au cégep, 2 ans de biochimie. Et ensuite, je me dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire? Parce que, comme je le raconte dans mon livre, comme je suis partie de ma Pologne natale contre mon gré, on est parti comme réfugiés et que c'était très, très difficile pour moi, parce que j'avais déjà mon groupe d'amis, j'avais déjà un chum, puis c'était vraiment pas mon choix. J'étais furieuse, pour vous dire la vérité, d'être obligée de quitter mon pays. Et quelque part, c'est en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que déjà à ce moment-là, je m'étais dit, ben, si c'est comme ça, si je suis obligée de tout laisser derrière, mon pays, mes amis, etc., ma langue, eh bien, j'en ferai quelque chose de positif. Je ferai le tour du monde. C'est ça que je vais faire. C'est un peu ça qui m'a donné un peu cette motivation-là et cette envie qui était quelque part en moi. Et donc, je regarde, mais en fait, j'ai envie d'étudier les sciences humaines. Je m'intéresse déjà beaucoup au théâtre à l'époque. Je suis au théâtre. J'ai fait un atelier de théâtre au cégep. Après ça, je fais un atelier de théâtre à l'université également. Et je découvre l'anthropologie.
Alors, je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont des cours d'anthropologie, mais je me dis, mais c'est exactement ça, c'est aller à l'autre bout du monde, étudier une population dont je ne parle pas la langue, que je ne connais pas. J'ai ça déjà dans le sang, c'est ça que je veux faire. Et je commence à étudier l'anthropologie, je fais un bac, je commence une maîtrise. Bon, après, je me marie, j'ai un enfant qui est malade, donc ça retarde un peu et la fin de ma maîtrise. Mais parallèlement au théâtre, où en fait ça a suivi un peu le théâtre, j'ai dit bon, je vais laisser le théâtre. J'ai commencé à faire du journalisme étudiant à CKRL, la radio étudiante de l'Université Laval. J'ai fait 2 émissions d'affaires internationales. Et bon, j'ai réécouté ces cassettes, parce que c'est sur mini-cassette à l'époque. Et franchement, c'était très, très amateur. Mais on était très, très motivés. Et on lisait beaucoup. On voulait être des vrais pros. On ne l'était pas. Mais j'ai eu la piqûre un petit peu. Mais le basculement s'est fait vraiment. Donc, j'ai fini ma maîtrise. Je commence à travailler à l'époque à l'Institut québécois de recherche sur la culture. Et je retourne pour... c'est pas la première fois que je retourne en Pologne. C'est la deuxième. Mais la première, c'était toute une histoire un peu rocambolesque. Mais là, je retourne vraiment pour 1 mois pour montrer mon pays à mon mari, qui est québécois. Et c'est le mois d'août, en fait, c'est le 1er septembre 1980. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez étudié dans vos cours. C'est la fin de la grève des travailleurs des chantiers maritimes de Gdańsk. Et c'est la naissance de Solidarność, le syndicat, le grand syndicat qui, à son apogée, avait 10 millions d'adhérents et qui a fait finalement basculer tout ce système communiste quelques années plus tard. Mais le début, c'était vraiment Solidarność qui a commencé. Comment ça se fait dans un pays qui est censé être... Hein, c'est ce qu'on nous disait, les pays communistes, les pays de l'Est, l'URSS, c'était le pays des travailleurs. Et là, les travailleurs, ils n'en ont rien à foutre de leur gouvernement de travailleurs. Ils se révoltent, ils fondent un syndicat indépendant. Ça ne s'est jamais vu ailleurs. Et donc, une petite dizaine d'années plus tard, c'est la chute du mur de Berlin. Et c'est un peu plus tard, la fin de l'URSS. Donc, je suis là et je vois que je suis à un moment historique. Évidemment, après, quelques années plus tard, on voit avec plus c'est plus évident. Quand on est sur place, c'est pas toujours aussi évident. Mais ça, c'est une des qualités de journaliste. Je dis, la première qualité de journaliste, c'est d'avoir de la chance, de se trouver au bon moment, au bon endroit. Et deuxième, c'est d'être capable de saisir que là, c'est quelque chose qui se passe et qui est unique. Et j'ai ce sentiment-là. Alors, je ne suis pas encore du tout journaliste. Bon, je fais un peu de journalisme étudiant. Mais en revenant de Pologne, alors je rencontre plein de gens, il y a une espèce d'atmosphère absolument enlevante, les gens sont excités, ils sentent déjà que la fin approche de ce régime qui était, où la censure était omniprésente, où, bon, vous le savez sans doute, je vous épargne les détails. Donc, il y a vraiment une atmosphère d'excitation et tout. Alors, je ne fais pas vraiment d'entrevue comme telle, mais je parle avec beaucoup de gens, je prends un peu de notes. Mais quand il y a des choses importantes qui se passent dans ma vie, d'ailleurs, les gens me demandent comment ça se fait, tu te souviens de tout ça? Est-ce que tu avais des carnets de notes? Très peu de carnets de notes. Une journaliste de télé, on n'a pas le temps d'écrire un journal. Hein, alors, mais j'ai une bonne mémoire pour des événements qui me marquent et que je trouve importants. Alors, en revenant chez moi, à Québec, j'habitais à Québec à l'époque, j'étudiais à l'Université Laval. En revenant de chez moi, je me dis, je veux décrire ça, parce qu'il y a eu des nouvelles déjà, évidemment, dans les journaux, Solidarność, la signature des accords de Gdańsk, il y a quelque chose qui se passe, mais personne n'était allé sur place de nos médias québécois. Alors, j'ai dit, je vais écrire un article. Et puis, j'écris un article. Si c'était aujourd'hui, j'aurais peut-être fait un post dans Facebook ou quelque chose du genre. Mais à l'époque, si on voulait être lu, il fallait envoyer ça à un journal. Donc, c'est la préhistoire du journalisme. Et alors, je l'envoie au Soleil, le journal de Québec.
Et il est publié immédiatement, quelques jours après le journal. L'article est publié dans le journal évidemment, beaucoup de gens le lisent et j'ai beaucoup de commentaires et je me dis, mais c'est ça que je vais faire. Ça, c'est vraiment voir l'histoire se faire devant mes yeux et pouvoir le traduire, le décrire, le rendre accessible à des gens qui ne peuvent pas y aller à l'autre bout du monde. Et là, la piqûre est née. J'ai eu la piqûre, c'est là où ma carrière est née. À ce moment-là, quelque temps après, je suis allée à Télé-Québec, à Radio-Québec, à l'époque, ça s'appelait. Et j'ai proposé mes services, puis on m'a engagé pour un petit contrat de 3 mois, etc. Oui, on vous engage. C'est un peu long, ma réponse, hein? Mais c'est très bien. Lorsqu'on vous a engagé à Radio-Québec, on vous a, je pense, assigné assez vite à une émission qui était naissante, un projet qui demandait justement à naître, et vous étiez là. C'était Nord-Sud. Moi, bon, je ne vais pas révéler mon âge, mais je me souviens très bien, moi, de Nord-Sud à Radio-Québec. On en faisait la promotion après les épisodes de Passe-Partout. Donc aussi, je donne mon âge. Mais blague à part, Nord-Sud a été une émission, en tout cas, pour nous, au Québec, les jeunes, c'était très marquant parce qu'on voyait justement l'Amérique du Sud, une région qui est pas si loin que ça, qui en même temps on connaissait très mal, sinon peu. Ce projet-là, la genèse de Nord-Sud, là, pouvez-vous nous en parler un peu? Ben, en fait, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on m'a engagé d'abord dans une émission qui s'appelait Arrimage, qui est portée sur les groupes ethniques. Alors évidemment, quand tu fais partie d'un groupe ethnique, on t'assigne facilement à des... Et c'est comme ça que je suis entrée à Radio-Québec. Et donc, on était 4 journalistes de 4 nationalités différentes, de 4 origines différentes. Et on était animateurs et journalistes. Et après 1 an de cette émission-là, les gens de Nord-Sud m'ont demandé de venir rejoindre leur rang. J'ai d'ailleurs eu un petit vertige parce que là, c'était vraiment une émission internationale. C'était vraiment tout de suite voyager, partir. Et j'avais pas cette expérience-là, surtout avec une caméra, avec une équipe de télé. L'émission existait déjà depuis 3 ou 4 ans. Dans les premiers journalistes, il y avait Raymond de Provencher. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était André Payette qui l'animait, je crois, depuis le début. Mais ça faisait déjà quelques années que l'émission existait. Et le mandat de l'émission, ça aussi, ça va vous paraître un peu drôle parce que, tu sais, le monde a bien changé, il est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Je compatis avec ceux qui vont faire du journalisme international parce que dans notre temps, c'était simple. Il y avait le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, il y avait le Nord et le Sud. Alors, nous, on s'occupait des relations Nord-Sud. Et aujourd'hui, on dit... En fait, on disait les pays même pas les pays en développement, les pays du tiers-monde. On s'occupait des pays du tiers-monde et des relations entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, on parle du Sud global, et puis les 2 blocs n'existent plus. Tu as la Chine, tu as les États-Unis, tu as des guerres chaudes, tu n'as plus de guerre froide. Enfin, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, c'est ça. Donc, on s'occupait des pays en développement et on voulait rendre ces réalités-là accessibles au public québécois, mais aussi les relations, l'aide internationale. À quoi ça servait? On faisait beaucoup de reportages sur des projets de développement, ou l'ACDI, qui aujourd'hui s'appelle autrement, je pense, mais en tout cas, l'Agence canadienne de développement international, qui était un gros organisme fédéral qui subventionnait des projets de développement qui très souvent... servait absolument à rien parce que les gens arrivaient dans un pays d'Afrique, commençaient à creuser des puits, c'était pas au bon endroit, ils donnaient pas le contrôle de ça aux femmes qui normalement auraient dû s'en occuper, mais au chef du village. En tout cas, beaucoup de ces projets de l'ACDI étaient... Alors, c'était un petit peu notre rôle de parler de ça. Et s'il y avait des failles dans ce type de coopération, ben, on était bien content d'en parler. Et alors, c'était ça. C'était vraiment traduire les réalités des pays en développement pour les Québécois et aussi des relations Nord-Sud dans le cadre des projets ou d'autres choses comme ça. Est-ce que vous diriez que c'est durant vos années à Nord-Sud que vous avez vraiment appris le métier de reporter international, puis vraiment le métier, là? On parlait de shop tout à l'heure avant de venir ici, là, mais vous étiez vraiment dans la shop puis vous avez appris à travailler. Oui, sûrement. Et c'était vraiment, j'ai été lancée en eau profonde sans trop de... D'ailleurs, j'ai vraiment hésité beaucoup. Mais je pense que j'ai bien fait. C'était un peu... je dirais même pas courageux, c'était
un peu tête brûlée de ma part, parce que je ne savais pas comment on partait. C'était vraiment difficile au début. Mais au fur et à mesure, j'ai appris. Mais par contre, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on préparait des 4-5 sujets. On partait pour 4-5 semaines. C'était des mini-documentaires qu'on faisait, en fait. Rien à voir avec les nouvelles, par exemple. Alors, ça, je l'ai appris beaucoup, beaucoup plus tard, parce que je suis arrivée à la salle des nouvelles beaucoup plus tard, après avoir fait d'autres émissions d'affaires publiques à Radio-Canada. Mais comment arriver dans un pays que je ne connais pas, comment engager un fixeur sur place qui vous aide à prendre des rendez-vous pour des entrevues, qui connaît sur le bout de ses doigts les relations, les nouvelles qui arrivent dans le pays, qui a un carnet d'adresses, qui parle la langue. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup l'Amérique latine parce que je parlais déjà l'espagnol, donc ça, pour la traduction, ça allait, j'en avais pas besoin. Mais si j'arrivais bon, j'ai pas fait de reportage au Brésil à l'époque, mais si j'arrivais au Brésil, déjà, je comprenais pas. Ou si j'allais en Chine, comme je l'ai fait quelques années après, je parlais pas ni le mandarin, ni les autres, ni le cantonais, etc. Donc, tout ça, je l'ai vraiment appris, oui. Ces 5 années à Nord-Sud, ça a été une très bonne école. Pas toujours facile, mais... Ouais. Oui. Et après Nord-Sud, vous, dans le livre, on passe au chapitre sur Pékin. Donc, on vous envoie en Chine. Toujours pour Radio-Québec ou pour une autre... Toujours Radio-Québec, et c'est toujours Nord-Sud. Et en fait, on ne m'envoie pas, c'est moi qui présente le projet. Okay. C'est un peu comme ça que ça se passait à Nord-Sud. C'est-à-dire, nous, bon, peut-être aujourd'hui, ça... Non, mais encore, comme dans les émissions d'affaires publiques, c'est souvent les journalistes qui arrivent avec des projets. Que ça soit Enquête, que ça soit d'autres émissions, parce que j'ai beaucoup de collègues encore qui travaillent ou qui ont travaillé encore récemment dans ces émissions-là. Et les nouvelles, c'est un peu différent. Les nouvelles, il y a plus d'assignation, si vous voulez. Il y a la nouvelle du jour, bon, on t'envoie couvrir la nouvelle du jour. Mais les émissions d'affaires publiques comme Enquête, comme Semaine verte, comme bon, toutes ces émissions-là, c'est souvent, pas toujours, mais très souvent, les journalistes qui arrivent avec des projets et les proposent, et très souvent se font refuser, et très souvent, parfois, se font accepter. Et donc, c'est moi qui arrive avec des sujets chinois, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fera finalement. Parce que là encore, la principale qualité d'un journaliste, être au bon endroit au bon moment et savoir saisir la chance. Et on allait là, c'est à l'époque, en 88, 89, c'était le début des zones économiques spéciales. La Chine s'ouvrait économiquement au monde, mais c'était vraiment les débuts. Hein. Ça faisait 4-5 ans, 3-4 ans. Et je me souviens, on est allé dans la première usine de voitures occidentale. C'était une usine Peugeot à Canton. Et alors, il y avait des zones économiques spéciales, surtout sur les côtes, enfin principalement sur les côtes, qui ont été créées. Et on voulait parler de cette réalité-là. La Chine qui s'ouvre économiquement au monde et les investissements internationaux qui commencent à se faire et les exportations. Donc, les zones économiques spéciales, ça voulait dire que c'était beaucoup plus ouvert. On acceptait des investissements internationaux. Vous savez que la Chine a été longtemps très, très, très fermée à toute influence occidentale. Et il y avait ça. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait toujours 1 ou 2 sujets principaux et ensuite quelques sujets autour pour rentabiliser le voyage. Et notre autre sujet, c'était un projet qui était lié à l'AGDI, en fait, parce que l'AGDI faisait partie de... C'était le développement du barrage des Trois-Gorges. C'est un fameux barrage qui, depuis, a été construit, mais à l'époque, on faisait encore des études d'impact. Et les études d'impact étaient assez épeurantes parce que c'était l'inondation de millions de gens, de villages qui comprenaient des millions d'habitants, l'impact sur la nature, etc. Donc, le barrage sur le fleuve Yangtze, qui est, je pense, le plus grand fleuve chinois. Et donc, nous, l'AGDI nous a dit, nous, on fait... Ah oui, c'est ça. Donc, on était financés, nous, en partie, par l'argent de l'AGDI. À chaque fois, on déposait notre projet, mais c'était pas, on n'avait pas les mains liées en principe, on faisait ce qu'on voulait. On pouvait même critiquer l'AGDI. Mais vous allez voir, dans ce cas-ci, l'AGDI ne voulait pas être critiqué sur son implication dans les études d'impact du barrage des Trois-Gorges. Et ils nous ont dit, non, ce projet-là, on ne veut pas que vous le fassiez. C'est non, on ne le financera pas.
Alors, nous, on s'est dit, bon, on va l'enlever de notre projet, de notre série de projets. Mais par en arrière, on faisait quand même des petites recherches, puis on se disait, une fois sur place, on va quand même essayer d'y aller. Ils vont nous financer un autre projet, mais nous, par en arrière, on va essayer d'y aller. Et ils ont eu vent quand même en cours de route, parce qu'on a appelé un tel spécialiste et un autre, ils ont eu vent qu'on le faisait dans leur dos. Et 3 jours avant, pas 3 jours, peut-être une semaine avant le départ, ou 10 jours avant le départ, on apprend que l'ACDI retire le financement, qui était quand même à peu près 40% de notre budget. C'était beaucoup. Et donc, nos patrons disent, ben là, on a un trou de 40 000 $ dans le budget. On ne sait pas si vous allez pouvoir partir. Et finalement, ils disent, bon, OK, partez. C'est déjà prêt, vos sujets sont intéressants, partez, on va essayer de combler ce déficit-là. Et on est parti en arrivant à Pékin le 15 ou 16 avril 89. Notre fixeur, justement, une jeune femme chinoise, mais qui était née à Londres, donc était d'origine chinoise, née à Londres, mais qui habitait maintenant à Pékin, vient nous chercher à l'aéroport et dit, je vais vous faire passer par la place Tiananmen parce qu'il y a quelque chose d'assez inusité qui se passe sur la place Tiananmen. Il y a des gens, des étudiants, je pense qu'on savait déjà que c'était des étudiants, qui sont en train de se masser sur la place Tiananmen. Alors, en allant vers notre hôtel, qui était un peu plus loin, on passe par la place et on voit effectivement une centaine, 150 personnes qui sont là. Vous savez, des manifestations à l'époque en Chine, il n'y en avait pas beaucoup. Et depuis la révolution culturelle, qui elle était un peu téléguidée, disons, des manifestations spontanées, ça n'existait pas. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, on voit ça, puis on se dit, oui, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux ou ça va grossir? On ne savait pas. Et le lendemain, on devait partir, ou 2 jours après, on devait partir à Canton, qui est complètement dans le sud de la Chine, parce qu'on était invité, c'était l'époque où il fallait être invité par un organisme chinois, on était invité par la télévision de Canton. Et donc, il fallait aller leur dire bonjour, et puis on commençait en fait notre tournage là pour le finir dans le Nord. Et on arrive à Canton, mais on apprend par notre fixeur qui vient avec nous, qui écoute les médias, qui est chinois et tout, on apprend que ce mouvement est en train de grossir. Il y a de plus en plus, il y a des centaines de milliers d'étudiants qui sortent, qui arrivent sur la place Tiananmen, et on se dit, non, mais on ne peut pas rester, on peut pas faire des reportages sur les zones économiques spéciales et sur la pisciculture dans les rizières. C'était un de nos sidekicks. Et pendant qu'il y a une révolution qui se passe. Alors, on décide de repartir vers Pékin. Ce qui n'était pas simple, c'est qu'on a dû raconter des mensonges à nos invités. J'aimerais vous entendre. C'est quand même assez délicieux. Puis on a des étudiants technophiles ici. Là, ils vont particulièrement adorer. L'histoire de la caméra qui était... Oui, c'est ça. Alors, on leur fait croire que notre caméra, c'était une Betacam, je pense, à l'époque. Et puis, c'était pas très fréquent en Chine. En tout cas... C'est un kit au double. Il aurait pu dire on a des excellents techniciens de Betacam ici à Canton, surtout que c'était la télévision locale, la télévision de la province. Mais non, ils n'ont pas dit ça. On a dit, écoutez, on a vraiment un problème, on ne peut pas tourner. Il faut absolument retourner à Pékin. Là, on connaît des techniciens qui vont pouvoir nous aider. On va revenir après. Et puis, ils ont acheté ce mensonge. On est parti dans le Nord et on a commencé à suivre les étudiants. Alors, il n'y avait plus aucun autre sujet. En fait, on a fait 2 sujets parce que sur un couple qui manifestait aussi, mais parce qu'après les étudiants, il y a des différents corps de métier qui ont commencé à se joindre à cette protestation-là pour la démocratie, contre la censure, etc. Et entre autres, la Fédération des journalistes s'est joint et nous, on a rencontré 2 journalistes qui manifestaient là et après, on a fait tout un reportage sur eux aussi. Mais en fait, tout le temps, on n'a fait que suivre le mouvement étudiant. On a rencontré les principaux leaders étudiants, dont plusieurs ont été emprisonnés pendant plusieurs années après. Et c'est ça. Donc, on a décidé, avec la bénédiction de nos patrons, qui s'étaient déjà montrés clairvoyants en décidant de combler le trou dans notre budget, ils se sont montrés encore une fois assez clairvoyants en disant, vous avez notre bénédiction, faites ce que vous pensez qui est le plus
Parce que c'est pas toujours comme ça. Hein. Si tu te retrouves sur le terrain, tu vois quelque chose qui se passe que ton patron ne sait pas encore, et tu lui dis, il faut qu'il te fasse confiance. Des fois, il ne te fait pas confiance. Puis il dit, non, 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 tu fais ce pourquoi tu es parti, et puis tu rentres avec ton matériel à Montréal. Mais là, dans ce cas-ci, sauf qu'au bout de 5 semaines, comme c'était pas un bulletin de nouvelles, si on avait été pour les nouvelles, probablement qu'on serait resté plus longtemps pour voir comment ça évolue. Mais là, c'était pas des nouvelles, c'est une émission d'affaires publiques. À un moment donné, les étudiants faisaient la grève de la faim, puis ça avait l'air à ne pas avoir de faim, justement. Donc, la dernière chose qu'on a filmée, c'était la visite de Mikhail Gorbatchev, qui arrivait en Chine après des années de froid entre l'URSS et la Chine. C'était la première visite d'un dirigeant soviétique depuis des années. Et là, tout d'un coup... Ah oui, parce que ce qui était intéressant, c'est que les journalistes du monde entier ne s'intéressaient pas à ce mouvement. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de journalistes. Il y avait quelques correspondants étrangers qui étaient basés à Pékin, qui étaient venus. Et là, tout d'un coup, avec l'arrivée de Gorbatchev, on savait que c'était un moment historique. Toutes les télévisions, CNN, etc., sont arrivées. Et là, on a vu que... Mais c'était vraiment pour la visite. Et nous, à ce moment-là, on partait, parce que là, ça faisait 5 semaines qu'on était là. Et 2 semaines et demie après, il y a eu l'intervention de l'armée, des milliers de morts, les chars d'assaut qui sont entrés sur Tiananmen, qui ont roulé sur des étudiants qui étaient couchés là, qui ont tiré. Ça a été un massacre terrible. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de morts il y a eu. Mais nous, notre couple de journalistes, qu'après j'ai fait venir au Canada, en fait, c'est une longue histoire. Il faut que vous lisiez le livre. Et la femme du couple est arrivée, je l'ai aidée à sortir de Chine grâce à l'ambassade canadienne. Elle est arrivée ici. Le massacre était le 4 juin. Le 24 juin, elle était à Dorval. Et elle m'a raconté qu'elle a fait la tournée. Elle a essayé autant qu'elle a pu faire la tournée des hôpitaux et des morgues pour compter, parce qu'il n'y avait pas d'informations là-dessus, pour essayer de compter l'ampleur combien de morts il y avait. Et elle m'a dit, écoute, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce qui est rapporté dans les médias. Alors, c'était un massacre, pas à peu près, mais bon, on n'était déjà plus là. Donc, on était déjà en montage du reportage. Évidemment, on a ajouté à ça des entrevues qu'on a fait par vidéo avec des gens sur place. Et on a fait notre reportage 2 jours, une journée après le massacre. Vous êtes assez chanceuse. Vous êtes avec Lech Walesa en 80. Vous arrivez chanceuse. Oui, quand même, pour une journaliste. Pour une journaliste, oui. Oui, vous êtes à Tiananmen juste avant que ça explose. Et justement, les survivants, en tout cas, c'est les gens avec qui vous avez gardé contact, qui étaient à Tiananmen et qui ont même souffert durant ces événements-là. Est-ce que vous avez gardé contact, je crois, avec certains? Oui. Et lorsque vous les avez revus en 2019, 30 ans après, quelle est la question que vous leur avez posée et quelle a été leur réponse? Là, je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai écrit dans mon livre. Mais oui, alors j'ai retrouvé, c'est-à-dire ce couple, je suis restée en contact avec eux assez longuement. Le couple s'est séparé finalement. Ils sont devenus citoyens canadiens. Ils se sont séparés par après et lui est retourné en Chine. Et je suis allée le voir en Chine. Quand il est ici, on s'écrit sur Facebook. Bon, c'est une longue histoire parce que la femme du couple, quand elle est arrivée ici, 3 semaines après, il s'est avéré qu'elle était enceinte. Alors, finalement, elle a accouché d'une petite fille au début de 90 qu'elle a appelée Tianan parce qu'elle a été conçue pratiquement sur Tiananmen. Et donc, maintenant, j'ai perdu contact avec la femme. Elle est partie à Vancouver. Mais l'homme du couple, je suis toujours en contact avec lui. Mais c'est un des dirigeants parce qu'en écrivant mon livre, j'ai essayé de retrouver des personnages qui m'ont particulièrement marqué, pas tous évidemment, mais quelques-uns, pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus 30, 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils font, comment leur vie a évolué. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas la chance de faire quand on fait du journalisme, parce qu'on est toujours dans ici et maintenant. Et alors, j'ai cherché, j'ai trouvé... J'avais suivi un peu sa trajectoire. Il s'appelait Wang Dan. C'était un des 2 ou 3 principaux. Ils étaient une vingtaine dans le directoire de
de la révolte Tiananmen, mais il y en avait quand même 3 ou 4 qui étaient vraiment les plus importants. Lui était parmi les plus célèbres. Et je l'avais longuement interviewé. À l'époque, il était étudiant en histoire et très candidement, il m'a dit dans l'entrevue, et cette phrase, je ne l'oublierai jamais, l'histoire nous donnera raison. Je sais, j'étudie l'histoire. Ça, c'était la phrase qu'il m'a dit, mais l'histoire ne leur a pas donné raison, malheureusement. Alors, on a beau étudier l'histoire, l'histoire ne nous donne pas toujours raison. Et alors, j'ai suivi un peu, j'ai su qu'il a été emprisonné plusieurs reprises, qu'on l'a laissé sortir de prison pour des raisons de santé. Et bon, on n'arrive pas à suivre toutes les histoires qu'on a fait. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de suivre la Chine de façon quotidienne. Mais en 2019, quand il y a eu le 30e anniversaire, je me suis dit, il faut absolument que je le retrouve. J'étais déjà aux nouvelles de Radio-Canada depuis plusieurs années. J'ai dit, je vais faire un reportage avec celui qui a fait ces événements-là, qui était à la tête de ces événements. Et je l'ai retrouvé aux États-Unis. Il vit près de Washington. Et il y avait une petite cérémonie à Washington, donc on est allé le filmer. Et je me suis approchée de lui. Évidemment, il y avait plein de monde. Il y avait même Nancy Pelosi, la présidente du Congrès. Donc, il y avait des gens plus importants que moi autour de lui. Mais j'ai réussi à un moment donné à m'approcher de lui. Et j'ai mis mon reportage sur mon téléphone, mon reportage d'il y a 30 ans. Et je lui montre, je dis, vous savez, on s'est rencontrés il y a 30 ans, je lui ai montré. Et là, il s'est écrié, mais oui, je me souviens de vous. Évidemment, on a changé tous les deux pas mal en 30 ans. Et on avait les larmes aux yeux tous les deux. Et puis, il m'a dit qu'il croyait encore que la Chine allait devenir la Chine démocratique pour laquelle il s'est battu, pour laquelle il a passé des années en prison. Ça, c'était il y a à peine 4 ans. Donc, pour le moment, c'est bien le contraire qui est en train de se passer. Alors, mais c'est bien d'être optimiste. Donc, on est en 89. Et je pense qu'on peut dire que dans l'histoire du 20e siècle, 89, c'est une des grosses années, là, où ce qu'on sent là, que, comme on dit, les plaques tectoniques bougent. Et là, vous quittez la Chine, vous avez assisté au début de Tiananmen, on vient de le dire. Et là, vous décidez d'aller au Timor oriental. Parlez-nous du Timor oriental, parce que nous, évidemment, on le connaissait un peu, entre autres, à travers un documentaire de l'ONF où Noam Chomsky racontait à quel point le Timor oriental n'avait pas été assez couvert lors de son invasion par l'Indonésie. Manufacturing Consent. Exactement, Peter Wintonick. Ben voilà, vous décidez d'y aller. Est-ce que vous aviez vu le film? Non, le film a été fait bien après mon reportage. Mais les travaux de Chomsky, eux, oui, Chomsky avait déjà écrit, mais le film comme tel était fait après. C'était drôle parce que je suis allée le voir ici à Montréal quand il est sorti. Comment s'appelait le cinéma cinéma d'arrêt d'essai sur Saint-Laurent qui n'existe plus? C'était pas l'ONF, pardon? Non. Méliès, hein? Je sais pas. Oh, peu importe. C'était pas le Parallèle. Parallèle? Une petite salle... le Parallèle, c'est ça, le Parallèle. Et les réalisateurs, les deux réalisateurs, ils étaient deux, mais je me souviens plus de leur nom, étaient là. Et Marc... C'est Marc, voilà. Marc qui? C'est ça, c'est Marc Ashbar qui était là, à la porte, et il me voit, il dit « Ah, Alexandra !» Mais on ne se connaissait pas. Oui. Mais il avait vu mon reportage en faisant le film, alors... et... Pour vous dire la vérité, je pense que je me souviens pas si j'avais lu Chomsky quand je suis allée au Timor, mais il y avait celui qui est aujourd'hui président du Timor, qui s'appelle José Ramos Horta, qui était... le Timor, juste rapidement, c'était la moitié d'une île au large de Bali, au large de l'Indonésie. Une partie appartenait à l'Indonésie, l'autre était une colonie portugaise. Les Portugais se sont retirés en 1975 et le Timor est devenu... Il y avait déjà des mouvements d'indépendance là-bas. Et il y a un de ces mouvements qui était un mouvement assez de gauche. Fretilin a pris le pouvoir, a déclaré l'indépendance et le Timor a été indépendant 9 jours, je pense. Et pendant ces 9 jours, celui qui a été nommé ministre des Affaires étrangères pendant ces 9 jours a pris le premier avion pour aller à l'ONU faire reconnaître
l'indépendance de son pays. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Tu as beau déclarer l'indépendance, il faut que la communauté internationale te reconnaisse. Donc, il est parti et au bout de 9 jours, Jakarta, l'Indonésie, a décidé d'envahir ce territoire et de se l'approprier. Et a suivi 27 ans d'occupation indonésienne, qui a été un véritable massacre, un véritable génocide. Il y a un tiers de la population, c'est une petite population, même pas 1 600 000 habitants. Et il y a un tiers de la population qui a été massacrée ou qui est morte de maladie. Et ceux qui avaient pris le pouvoir à l'époque ont pris le maquis. Donc, il y a eu toutes ces années-là, il y a eu le maquis. Après ça, le dirigeant du maquis avait été arrêté, a passé des années en prison, un peu comme Mandela. Mais José Ramos Horta, donc le ministre des Affaires étrangères d'un pays qui n'existe pas, c'était quelque chose, a fait pendant 25 ans tous les couloirs de toutes les ambassades et de l'ONU et toutes les capitales pour favoriser, si vous voulez, l'indépendance, pour chasser les Indonésiens de là et revenir à l'indépendance. Et il était venu à Ottawa. Et il y a une de mes collègues qui était allée l'écouter, je pense. En tout cas, on commençait à en entendre parler. On est toujours en 89. Ça, c'est à l'automne 89. Et je me dis, oh ben tiens, pourquoi on n'irait pas? Mais comment tu entres? Le territoire est complètement verrouillé, on ne rentre pas là. Et finalement, on a trouvé un petit projet de l'ACDI. L'ACDI finançait un prêtre salésien qui avait fondé une école de métiers agricoles et pour laquelle l'ACDI achetait quelques machines agricoles. Et donc, on prend contact avec Bon, j'ai pris contact avec Ramos Horta et il m'a mis en contact avec plusieurs personnes, mais tu sais, c'est la préhistoire du journalisme. Il n'y a pas encore de SMS, il n'y a pas encore de téléphone cellulaire. C'était vraiment compliqué. On communique par fax, par téléx, pardon. Téléx, c'est-à-dire on écrit, puis ça sort un petit point à l'autre bout. En tout cas, c'était tout un exploit d'entrer là, mais finalement, on réussit à avoir l'autorisation. C'est-à-dire, on n'a pas encore l'autorisation, on se rend à Jakarta, et à Jakarta, on finit par obtenir l'autorisation pour entrer sur ce territoire à haute sécurité, où l'armée est omniprésente, et sous prétexte qu'on va visiter un prêtre financé par le Canada. Alors, mais évidemment, en arrivant là, on fait tout à fait autre chose. Et on réussit à le faire, mais bon, c'est assez rocambolesque, je le raconte dans le livre. Mais quelle était la question? C'est juste c'était la question d'entrée vers le chapitre sur le Timor. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, mais je vais vous dire que moi, le Timor, c'est vraiment, je le décris dans le livre, c'est pas un territoire qui est géopolitiquement important ni rien. Mais moi, il va toujours avoir une place dans mon cœur. D'ailleurs, je suis retournée il y a 3 ans et j'ai écrit un article pour l'actualité. Je n'étais déjà plus à l'emploi de Radio-Canada pour voir comment ce pays, qui finalement est devenu indépendant en 2002, grâce à l'ONU, ça aussi, il faut rendre justice à cette organisation internationale qui aujourd'hui a vraiment mauvaise presse parce qu'on dit, ben, tu sais, ils en font des résolutions qui ne sont jamais respectées. On n'a qu'à voir ce qui se passe au Moyen-Orient. Et vraiment une institution qui a perdu beaucoup de plumes. Mais à l'époque, vraiment, Timor-Leste, il s'appelle aujourd'hui, le pays s'appelle Timor-Leste. C'est un des plus petits pays du monde. Maintenant, il y a un peu plus d'1 million d'habitants, mais c'est vraiment le poster boy de cette organisation-là. Sans l'ONU, il n'aurait jamais vu le jour. Et c'est des casques bleus ensuite qui sont allés. Il y a eu des mois et des mois de turbulences alors que la résolution avait déjà été votée à l'ONU pour que les Indonésiens se retirent. En se retirant, il y a eu des massacres. Et les casques bleus, je me souviens parce que j'avais un collègue qui était à l'époque porte-parole de l'ONU à Dili, la capitale. Et le local de l'ONU était entouré d'armées indonésiennes et ça tirait partout. C'était infernal. Ça a fait la une du New York Times et des grands journaux mondiaux pendant quelques semaines.
Et finalement, c'est retombé dans l'oubli parce que c'est un petit territoire qui n'a pas tellement d'importance. Mais c'est un très joli pays. Pour ceux qui aiment faire de la plongée sous-marine, je vous conseille d'y aller. C'est encore inexploité, une des plus belles barrières de corail encore vierge du monde. Et surtout, un pays démocratique qui a réussi depuis 2002 à avoir des élections. Bon, on va dire que Ramos Horta est redevenu président pour la deuxième fois, mais c'est vraiment parce que c'est un peu le père de la nation. Ils sont 2 ou 3 comme ça. Il y a le premier président, Xanana Gusmão, qui était le Mandela, qui a passé plusieurs années en prison, qui a aussi été président, premier ministre. Ils sont un peu échangés les sièges, mais c'est vraiment des pères de la nation. Ils sont vénérés. Mais il y a des élections, il y a des partis politiques, il y a des ONG, et les personnes LGBT ont des droits, et quand ces droits ne sont pas respectés, ils manifestent, et je les ai rencontrés quand je suis allée il y a 3 ans. C'est vraiment un pays admirable, avec peu de moyens. Et juste pour finir sur l'ONU, parce qu'ils ont découvert, même avant leur indépendance, des gisements de pétrole. Je sais que le pétrole, le gaz, ça n'a pas bonne presse aujourd'hui, évidemment. Ce n'est pas des énergies renouvelables, mais il y a des gisements de pétrole et de gaz très importants au large du Timor, à la frontière avec les eaux territoriales australiennes. Et évidemment, l'Australie a essayé de s'approprier de tout le gisement. Et grâce à l'ONU, finalement, il y a eu un arbitrage et le Timor a obtenu la grosse part, ce qui va assurer sa survie économique pendant plusieurs décennies, probablement. Je ne sais pas si c'est pas très politiquement correct de parler de ça, mais parce que, bon, ce n'est pas des énergies renouvelables, mais franchement, ils en font bon usage. C'est un petit peuple admirable. Oui. On va faire un pas de côté, plus sur la pratique journalistique, mais on va rester au Timor, parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans votre livre. Vous parlez du choix déchirant à faire lorsqu'on interviewe des gens entre l'information, la vérité et leur propre sécurité. Est-ce que ce dilemme-là, ça vous est arrivé souvent? Je sais que ça vous est arrivé au Timor, mais en région... Ouais. Pouvez-vous nous parler de cet aspect-là du métier qui est quand même très important, parce que c'est quand même une question qui est morale? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais peut-être l'exemple le plus parlant, parce qu'il est plus proche de nous, si vous voulez, depuis la guerre en Ukraine. Vous allez le comprendre facilement. Je vais en Tchétchénie. Je fais un saut dans le temps. Je deviens correspondante. Je passe de Télé-Québec, Radio-Québec à Radio-Canada. Je deviens plusieurs années plus tard correspondante à Moscou. Et un des premiers reportages longs que je fais, c'est le portrait du jeune président, qui a 35 ans à l'époque, tout fraîchement nommé président de la Tchétchénie. Alors, la Tchétchénie, après les 2 guerres, après les destructions, etc., cette petite république russe du Caucase, turbulente, à reconstruire. Grozny, la capitale, est complètement détruite. Quand j'arrive là, on commence à la reconstruire. Mais je vais pour faire le portrait de ce Ramzan Kadyrov. C'était toute une histoire. Et à l'époque, donc, Ramzan Kadyrov est à la tête de la République et la répression bat son plein. Les gens disparaissent, il y a des exécutions extrajudiciaires, les gens sont enlevés sans laisser de traces, on ne sait pas ce qui arrive. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est des groupes paramilitaires? Est-ce que c'est des militaires? Et nous, donc, même avant d'arriver en Tchétchénie, à partir de Moscou, je contacte une association qui s'appelle Mémorial, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été interdite par Poutine depuis à peu près 1 an. Mais à l'époque, donc c'est une organisation qui existe depuis plusieurs années, qui en fait est née pour documenter les crimes de Staline. À la chute de l'URSS, je crois qu'ils sont nés à peu près à ce temps-là. Mais après, c'est devenu une organisation de défense des droits de l'homme et des droits humains en Russie. Alors, ils étaient présents à Grozny, ils essayaient de documenter ces disparitions, ces exécutions extrajudiciaires, et
la présidente, donc c'est une organisation qui a des antennes un peu partout en Russie, mais là, à Grozny, la présidente de la section à Grozny s'appelle Natalia Estemirova. Je prends contact avec elle. J'ai dit, nous, on vient, mais on voudrait rencontrer des familles de gens qui sont disparus. Est-ce que vous êtes en contact? Bien sûr, on en a plusieurs. J'aimerais faire une entrevue avec vous, d'accord? Mais il s'avère qu'elle part le jour où j'arrive. Mais heureusement, on a comme un battement de 2 heures. On réussit à l'interviewer dans un coin. C'est un peu en catimini. On loue une chambre d'hôtel sur l'aéroport. On fait un petit studio de télé. On l'attend qu'elle s'enregistre pour son vol. Elle vient nous donner une entrevue, mais c'est en russe. Et elle me dit, alors je lui pose toutes les questions d'usage et tout. Elle me dit, il y a une fille qui travaille avec moi, une jeune femme qui va vous aider, qui va vous trouver des familles. J'ai déjà parlé avec elle. Sauf que je vous demande une chose, ne l'interviewez pas, elle, à la caméra, parce que c'est dangereux. Et puis, elle me dit, elle va tout faire dans l'ombre. Mais je ne veux pas que son nom apparaisse dans le reportage, ni son visage, parce que ça peut être dangereux. Et alors, on se rend, donc on finit cette entrevue, on se rend au bureau de Mémorial. Elle est là, et cette jeune femme qui s'avère parle parfaitement français et très jolie, ce qui, bon, c'est pas important, mais à la télé, on cherche toujours des visages un peu photogéniques. Bon, clairement, ça aurait fait notre reportage. Parce que l'autre entrevue est en russe. Vous savez, quand on fait de la télé, la langue, c'est bien important. La même chose dite dans une langue étrangère est traduite en français ensuite avec des sous-titres ou par une voix off. Ça n'a pas le même impact qu'une belle jeune femme qui nous parle en français de la répression en Tchétchénie. Ça aurait fait notre reportage. Alors, elle nous trouve des familles, une famille entre autres, qu'on finira par interviewer et filmer. Mais nous, on hésite. J'hésite, j'ai dit, oh, c'est vraiment tellement dommage. Mais je dis non, je ne peux pas trahir Natalia, je ne peux pas trahir. Elle sait mieux. Et donc, on fait le reportage. Bon, je vous épargne les détails, mais on finit par faire je finis par faire libérer le garçon le jeune homme qui a été enlevé, parce que je rencontre le président 2 fois. La 2e fois, je lui donne un papier. Je dis, ce gars-là est disparu. Monsieur le Président, si vous pouvez faire quelque chose. Il m'avait dit avant, non, mais nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mes services n'ont rien à voir là-dedans. C'est sûrement la mafia. Et puis, le garçon est finalement libéré cette nuit-là. Alors, il s'est un peu auto-incriminé. Mais 1 an après, donc on fait le reportage. 1 an après, Natalia Estemirova, que j'ai interviewée en russe, est assassinée et par 3 balles au ventre. Il y a des gens masqués qui arrivent chez elle, qui la prennent devant les yeux de sa fille de 15 ans. Ils l'enlèvent, puis quelques kilomètres plus loin, on trouve son cadavre par la suite. Donc, elle savait de quoi elle parlait quand elle a dit que c'était dangereux, et j'étais très contente d'avoir écouté ses conseils. Ouais. Merci. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon dont vous avez demandé la libération à Kadyrov? Ben, il a été libéré, mais après, ça a été un peu compliqué parce que on est allé le voir là, le lendemain, on l'a filmé. Parce que ce qui est arrivé aussi avant, c'est que j'ai utilisé un procédé qui n'est pas toujours peut-être recommandé, ou qui... il faut avoir vraiment confiance en soi pour le faire, parce que ses parents ne voulaient pas nous donner d'entrevue, ils avaient peur aussi, et avant qu'il soit libéré. Et moi, je leur ai dit, demain, je rencontre votre président, et je vais essayer de faire quelque chose. Mais je n'avais aucune garantie que ça allait donner quelque chose. Je n'ai pas dit, je vais le faire libérer, mais j'ai dit quand même, je leur ai donné l'espoir, et ils ont accepté de me donner une entrevue. C'est borderline un peu, mais bon. Et il leur est rien arrivé, à ma connaissance. Bon, maintenant, j'ai perdu un peu leurs traces, mais le garçon, donc, il a été libéré. Donc, on est retourné, on l'a filmé. Il parlait très peu. On ne voulait pas le forcer non plus à parler de ses conditions, etc. Mais on a vu qu'il a été libéré. Et puis, quelques mois plus tard, j'étais encore à Moscou. Peut-être 1 an plus tard, il a commencé à m'écrire en disant « J'aimerais émigrer au Canada. » Je ne veux plus rester ici. Et entre-temps, il s'est marié, il a eu un enfant. Donc, peut-être 1 an et demi plus tard, il m'écrit, il dit, j'aimerais partir d'ici.
il n'était pas directement en danger, c'est ce que j'ai compris. Et là, j'ai dit, bon, là, je ne peux pas aller plus loin. Parce que ça, c'est un autre dilemme dont je parle beaucoup dans le livre. Quand on rencontre tellement de misère humaine qu'on a tendance à, certains d'entre nous, à faire ce qu'on peut pour non seulement rapporter ce qui se passe, mais parfois aider quand on peut. Hein? Parfois, je dis la télévision, la vie, c'est plus important que la télévision. Mais dans ce cas-ci, j'ai décidé que je ne pouvais pas m'engager là-dedans, dans un processus j'ai donné des coordonnées de l'ambassade du Canada à Moscou. Je lui ai conseillé de faire une demande soit de réfugiés politiques ou d'immigrants. Mais j'ai dit, je ne peux rien pour vous, parce que sinon, je veux dire, on passerait notre temps à aider les gens à émigrer. J'étais déchirée parce que je me suis sentie quand même un peu responsable de lui. Mais à un moment donné, bon, on n'est pas un organisme d'aide aux futurs réfugiés, etc. Donc, parfois, quand on peut, oui, mais parfois, il faut être capable de dire « je ne peux pas ». Alors, dans ce cas-ci, je lui écris, c'est ça, que j'ai fait ce que j'ai pu pour lui, puis là, je ne peux plus grand-chose. Vous l'avez quand même fait libérer en demandant directement à son président de le faire. C'est quand même pas rien. Vous avez parlé d'organismes de charité et vous avez compris, on suit un peu le rythme des chapitres. Et là, on va parler de quelque chose qui est loin d'en être une. On va parler de Radio-Canada. Puisqu'on revient à Nord-Sud, là, à la fin de Nord-Sud, vous faites votre entrée dans ce qu'on appelle la Grande Tour, n'est-ce pas? Et je sais aussi que pour vous avoir vu dans d'autres manifestations de promotion du livre et tout ça, bien, vous en avez quand même beaucoup parlé, puisque c'est aussi dans l'époque, c'est l'époque qui veut ça. Comment ça s'est passé à Radio-Canada lorsque vous êtes arrivé, non seulement en tant que journaliste qui arrive de Radio-Québec et qui a fait du grand reportage international, mais aussi en tant que journaliste femme au tournant des années 2000? Mais je suis entrée un petit peu par la grande porte parce qu'il y avait une nouvelle émission qui est née. C'est-à-dire, j'ai fait les démarches moi-même, hein, parce que ça, je veux vous le dire, ceux qui veulent être journalistes, là, comptez pas sur les autres pour vous découvrir. Hein. Et il faut frapper pas mal souvent à différentes portes pour... en tout cas, moi, c'était mon expérience. Il y en a qui ont un peu... pour qui c'est plus facile, mais pour la plupart, je vous dirais, faites-vous connaître, faites savoir quelles sont vos qualités, quels sont vos projets, parce que c'est pas toujours facile. Alors, c'est moi qui, à un moment donné, en fait, c'est justement cette 89, cette année charnière, où je me suis retrouvée dans le fin fond de l'Asie, alors que le mur de Berlin était en train de tomber et que c'était quand même mes racines, et que je connaissais, parce que aussi, en plus... mon père biologique habitait à Berlin depuis plusieurs années et j'allais le visiter souvent et je connaissais bien et je me disais, mais non, mais qu'est-ce que je fais là, ici? Ça a beau être le Timor oriental, j'étais très contente de l'avoir fait, mais là, je me dis, je voudrais travailler c'est en Europe de l'Est que ça se passe. Et alors, je suis allée frapper à la porte de Radio-Canada et j'ai dit, j'aimerais bien travailler à une émission, parce qu'à Radio-Canada, il y avait une salle des nouvelles. Donc, je me disais, mais je ne pouvais pas encore aller à la salle des nouvelles parce que j'avais un deuxième enfant qui avait 1 an à ce moment-là. Donc, puis j'étais déjà séparée de mon conjoint. Donc, c'était pas possible de travailler dans une émission quotidienne d'information, mais au moins une émission d'affaires publiques, ou à faire autre chose que de couvrir les rapports nord-sud, alors que ça se passe est-ouest maintenant. Et là, à ce moment-là, on m'a dit, ah oui, justement, il y a une nouvelle émission qu'on lance, qui s'appelle Enjeu. Et c'est Jean-François Lépine qui animait, qui était pressenti comme animateur, que vous avez eu comme invité ici il y a quelques jours. Et alors, est-ce que vous voulez faire partie de l'équipe? Je dis, bien sûr, bien sûr. On va faire de l'international, mais pas seulement. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc, je laisse Nord-Sud et je passe à l'émission Enjeu. Et je fais l'émission Enjeu quelques années. Je voyage un peu, je fais un peu d'enquête. À l'époque, il n'y avait pas l'émission Enquête, donc on faisait souvent... Je fais des choses intéressantes, mais à un moment donné, l'émission change. On fonde, je pense, c'était au moment où on a lancé l'émission Zone Libre,
qui était beaucoup plus internationale. Et moi, je reste à Enjeu. Et là, je commence. Et Enjeu devient une émission beaucoup plus grand public. Ben, ça a toujours été grand public parce que c'était à l'heure de grande écoute. Mais ça devient plus des trucs, des maladies, en tout cas des trucs qui ne m'intéressent absolument pas. Et là, je suis un peu poignée. Et alors, je fais un petit pas de côté. Je prends un congé sans solde. Je vais à New York parce que mon nouveau conjoint a un poste à New York, donc je le suis, je fais de la pige et je reviens à Montréal en 2000 et je retourne en jeu parce qu'il n'y a pas de place pour moi nulle part ailleurs. Et finalement, au bout d'un an, je passe à... Mais c'est difficile, hein? Je veux dire, j'ai beau dire, j'ai fait du reportage international, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je parle 5 langues. Bon, aujourd'hui, j'en parle 6. Je parle 5 langues. Pourquoi vous ne m'utilisez pas plus dans... Ça n'a pas toujours été facile. Et comme femme, non plus. C'était beaucoup un monde d'hommes. Les femmes, oui, mais à l'époque, je me souviens, je le raconte dans mon livre, c'était dans la Grande Tour. Maintenant, la Grande Tour, Radio-Canada a changé d'édifice, mais... On avait un grand stationnement du côté de la rue Wolfe, au coin de René Lévesque. Et je stationnais ma voiture là et je rentrais par un grand corridor jusqu'au hall central où il y avait les ascenseurs. Et c'était un corridor de 200 mètres. Et il y a des photos des animateurs, de tous les animateurs. Il n'y a que des hommes. Il y a une femme, c'est la co-animatrice de l'émission Épicerie. Alors, pour vous dire que ça a bien changé depuis, heureusement. Et chaque fois, je passe dans ce corridor et je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais sont où les femmes? Comment ça se fait que... Bon, c'était pas... Il y avait des journalistes femmes, mais ça, c'était une chose. L'autre chose que je découvre, je suis déjà à Zone Libre à l'époque, et je ne suis pas toute seule, on fait la grève, hein, la grève comme vos professeurs maintenant. Et il y a une grève à Radio-Canada. On fait 3 mois de piquetage. Et pendant ces 3 mois de piquetage, il y a beaucoup de choses qui se racontent, qui normalement ne se racontent pas. Entre autres, nos revenus. Et tout d'un coup, on se rend compte que dans les émissions d'affaires publiques, c'est que je dis, vous savez sans doute, les émissions d'affaires publiques, c'est les émissions hebdomadaires où on ne travaille pas avec une carte de temps. Parce qu'aux nouvelles, on pointe, si vous voulez, on punch. On rentre à 8 heures, puis si on sort à 8 heures, ben, on a tant d'heures supplémentaires et c'est à peu près c'est le même salaire pour tout le monde. Le salaire de base est toujours le même pour les hommes et les femmes. Mais aux affaires publiques, Enjeu, Zone Libre, Épicerie, La Semaine Verte, toutes ces émissions-là, les heures supplémentaires se négocient avec le patron à chaque année. Bon, l'année dernière, j'ai fait tant d'heures supplémentaires, vous m'avez payé que tant, et puis j'ai publié un livre, alors je devrais avoir un supplément de 30 de 40 parce que les salaires ne sont pas très élevés à Radio-Canada, contrairement à ce qu'on pense. C'est ce supplément qui fait qu'on gagne des salaires pas si pires. Bon, c'est des bons salaires. Mais tout d'un coup, on se rend compte, pendant cette grève, qu'il n'y a aucune des femmes des émissions d'affaires publiques, puis on est en tout une 40aine, 50aine de journalistes, il n'y a aucune femme qui gagne plus que le moins payé des hommes. Et je répète la phrase, si vous étiez endormi, parce que c'est important. Il n'y a aucune femme qui gagne plus que le moins payé des hommes. Ça veut dire qu'on est toutes sous-payées. Et bon, puis là, ça a fait un grand bruit. On met sur pied une commission d'enquête interne avec des commissaires de l'extérieur, blablabla. Et finalement, ça finit un peu en queue de poisson parce que pour nous payer ces différences, et moi, ça fait 12 ans que je travaille à Radio-Canada, si je gagne, je ne sais pas moi, 15 000 $ de moins que mon collègue, c'est de cet ordre-là, 10-15 000 de moins que mon collègue qui a la même expérience que moi, il faudrait qu'il me paye 150 000, 200 000 $. Évidemment, personne n'a été payé comme ça. On le finit à l'amiable. On a une petite compensation de 3-4 000 $, les femmes, et grande promesse que ça ne se reproduira plus. Alors, j'ai dit dans mon livre, j'invite mes collègues féminines, mes jeunes collègues d'aujourd'hui, à refaire l'exercice et voir comment sont payés tout ce qui se négocie dans l'intimité
du bureau du patron. C'est très facile. Et d'ailleurs, Radio-Canada n'est pas unique. À la BBC, la grande télévision radio britannique, on a découvert la même chose parmi les animateurs, mais c'était du simple au quadruple. Il y a 4-5 ans, c'est sorti le grand scandale. Et puis là, mais là-bas, ils ont fait des changements beaucoup plus fondamentaux. Ils ont baissé le salaire de tous les hommes. Ils ont monté les salaires des femmes. En tout cas, ça a fait vraiment un grand bruit. Je pense qu'ils ont fait un bon ménage. Alors, oui, c'était ça. Et puis, il y avait aussi la conciliation famille-travail qui n'était pas facile. Au début, une de mes patronnes me dit, au bout d'un an, j'étais donc séparée. Comme je disais, j'avais un enfant de 2 ans et je devais aller le chercher à la garderie. Je devais quitter, donc, une semaine sur 2, je devais quitter avant 6 heures. Et au bout de quelques mois, ma patronne me dit, ça ne peut pas continuer comme ça, tu ne peux pas partir à 6 heures. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Et alors, ma maman, qui était professeure d'université, a pris sa retraite à 63 ans pour pouvoir aller chercher mon fils à la garderie. Mais elle m'en veut pas. Elle était très contente de faire du jardinage et d'écrire des livres, parce qu'elle a commencé à écrire aussi. Donc, mais c'est ça. Mais ça a bien changé. Ça a changé. Il y a maintenant une garderie sur place à Radio-Canada. Il y a, je pense qu'il y a on a beaucoup plus de patronnes femmes. Enfin, la majorité des patrons sont des femmes maintenant en information, qui ont toutes eu des enfants, je pense. Donc, c'est un petit peu plus mieux concilié, je pense. Mais bon. Heureusement que ça change, mais je pense qu'il en reste encore à faire du travail puis des luttes à mener. Les filles puis les gars, je pense qu'il faut prendre l'appel et répondre présent et présente. On va aller vite, OK, parce que là, le temps file. Et donc, on est à Radio-Canada. Vous êtes allé à Zone Libre, finalement. Vous avez fini par y arriver. Mais j'aimerais que vous nous parliez de Moscou. On vous a affecté à Moscou. Et bon, évidemment, c'est encore d'actualité pour des mauvaises raisons cette fois-ci. Mais ça vous a beaucoup marqué, votre passage à Moscou. Alors, j'aimerais que vous en parliez un peu. Oui, alors, en fait, il y a eu un concours, hein, parce que pour la plupart des postes à l'étranger, il y a un concours, et j'ai postulé, et donc j'ai eu le poste, entre autres parce que je parlais russe, pas très bien encore à l'époque, parce que en Pologne, c'était obligatoire, la langue russe comme langue seconde. Donc, je l'avais étudiée pendant 4 ou 5 ans, mais j'avais oublié déjà pas mal. Mais en arrivant à Moscou, je me débrouillais déjà pas mal. Puis après, bon, j'ai amélioré mon russe. Et oui, ça m'a beaucoup marqué parce que, en fait, bon, le livre, on l'écrit toujours rétrospectivement. Alors, c'est aujourd'hui, je me rends compte à quel point, à l'époque déjà, on voyait qui était Vladimir Poutine. Alors que l'Occident, en général, se faisait encore beaucoup, beaucoup d'illusions. Et malheureusement, je ne suis pas sûre que la guerre qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine, qui est terrible, qui est sanglante, dont on ne voit pas la fin, elle n'aurait peut-être pas eu lieu si on s'était ouvert les yeux un peu plus tôt. Je pense qu'on a laissé faire, on a vu des opportunités de business là-bas, on a vu toutes sortes de choses. On a voulu faire participer la Russie au concert des nations, mais bon, il y avait beaucoup de considérations économiques, évidemment. Plein de compagnies avaient envie d'aller faire des sous là-bas, canadiennes, françaises, allemandes, name it, américaines. Et on s'est beaucoup fermé les yeux. Mais moi, j'ai dit, bon, ici, c'est un peu particulier parce que, comme je disais à votre collègue tout à l'heure, moi, je suis née en Pologne. Et la méfiance à l'égard de Moscou, on a ça un peu dans le sang. Hein. La Russie a occupé une grande partie de la Pologne pendant 200 ans. Alors, on sait un peu de... C'est comme ça devient un peu une seconde nature. Quand on entend quelque chose, on dit, ah, là, c'est presque... C'est de l'épigénétique. Je vous dirais. Mais c'est vraiment fou, mais c'est comme ça. Alors moi, j'écoutais ces mêmes discours que mes collègues des autres, peut-être des autres télévisions ou médias écoutaient, puis ils l'entendaient pas de la même façon. Mais moi, quand au moment où il l'a fait en 2007, j'étais pas... oui, j'arrivais à Moscou, c'est ça. J'arrivais à Moscou
Et je vous mets au défi, ceux qui s'intéressent à l'histoire russe, de réécouter le discours de Vladimir Poutine à Munich en juin 2007. Je crois que c'est juin 2007. C'est la conférence sur la sécurité en Europe. Et la Russie en fait partie à l'époque, de l'organisation dont elle a été exclue maintenant, je crois, depuis l'invasion du Donbass ou l'annexion de la Crimée, mais je ne suis pas sûre, c'est peut-être seulement depuis le début de la guerre, mais en tout cas, ils ne sont plus là. Et Poutine fait un discours assez remarqué, puis les gens trouvaient qu'il était un petit peu, il allait un peu fort, mais toute sa doctrine était déjà là. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'ennemi. Nous, on voulait être amis avec lui. Et lui était là, il disait, notre ennemi, c'est les États-Unis, c'est l'Occident. Notre proche étranger, c'est notre sphère d'influence. Tout a été déjà dit dans ce discours. Et après, quand il y a eu la guerre en Géorgie, en 2009, la guerre en Géorgie, on l'a vu clairement, qu'il était prêt à aller. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de voir quelque chose que Vladimir Poutine a dit et n'a pas fait. En général, il fait ce qu'il dit. Mais il faut l'écouter. Et mais ça, c'est un petit peu parce que moi, j'attribue ça à mes origines. Je ne suis pas plus intelligente qu'un autre. C'est juste que je l'ai senti, et parmi les journalistes polonais que je connais, ou ceux qui s'intéressent à la Russie, puis ils sont nombreux en Pologne qui s'intéressent à la Russie parce qu'ils sont tellement proches, ils peuvent réappliquer n'importe quand. Et les gens le comprenaient. Donc, je n'ai pas la science infuse. Mais alors ça m'a marqué. Ça m'a marqué comment l'Occident... Et à l'époque, je me souviens, il y avait toute cette commedia dell'arte du président Medvedev qui était élu par une élection démocratique. Et mes patrons me disaient, mais quand même, il faut le couvrir. C'est quand même... ce gars-là, il a l'air plus réformateur. Il a l'air... Et les gens, ils croyaient... Puis c'était des patrons intelligents, là. C'est pas des gens stupides, là. Ils disaient, oui, mais quand même, on voit qu'il y a un changement en Russie. J'ai dit, ouais, je l'ai dit déjà à l'époque, j'ai dit, mais d'ailleurs, c'est documenté parce que j'avais fait une émission avec Jean-François Lépine à l'époque qui faisait 24-60, comment ça s'appelait? Une autre émission qui animait. Une heure sur Terre, voilà, Une heure sur Terre. Je faisais parfois des reportages pour Une heure sur Terre, à part les nouvelles. Et je suis venue de Moscou avec... parce que j'ai découvert à Moscou qu'un des plus grands animateurs de télé russe, c'était un ami de l'université de mon père. Mon père est venu me visiter, puis là, il dit Posner. Il dit, quoi, tu connais Posner? Mais Posner, c'était Bernard de Rome, mais à l'échelle de la Russie. Fait que là, finalement, on l'a appelé, et puis là, ils sont sortis ensemble. Enfin, on est devenus copains. Et je l'ai invité à Montréal à venir à l'émission de Jean-François. Et dans cette émission... Et lui, il défendait... Mais tu sais, il travaillait pour la télévision d'État, donc il défendait... Bon, c'était un petit peu un drôle de zigoto. Mais en tout cas, toujours est-il que, je le disais déjà à l'époque, c'est une mascarade. Medvedev. Et on l'a vu. Il était là parce que la Constitution voulait qu'un président ne peut pas avoir plus que 2 mandats consécutifs. Donc, après ces 2 mandats, Poutine a fait semblant de s'en aller. Il est resté premier ministre et il a appliqué aussitôt après. Et après, il a changé la Constitution. Alors, c'était clair. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais à l'époque, moi, je me faisais aucune illusion. D'ailleurs, Medvedev était parmi les personnages les plus pitoyables de ce pays, alcoolique fini, complètement le petit chien de Poutine. Excusez-moi, là, je commence à aller dans les opinions, mais c'est parmi les plus... son cercle rapproché, mais que Poutine lui-même méprise le plus. Alors, ben ça, bon, il faut lire sur ce qui se passe là-bas pour voir comment il a mal évolué, ce Medvedev.
Ben, écoutez, puisque vous avez donné votre opinion, j'aimerais vous entendre sur autre chose. Qu'est-ce que vous pensez des Occidentaux qui regardent ce qui se passe en Ukraine puis en Russie présentement, qui au fond expliquent que, ben oui, ben, c'est de la faute à l'OTAN. Ils ont provoqué Poutine. Il a toujours dit qu'il ne fallait pas toucher à l'Ukraine, il ne fallait pas faire des mamours à tous les pays, justement, limitrophes. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion-là, qui est quand même assez... Répandue. Ouais. Bien, moi, ce que j'en pense, c'est que moi, je suis allée à Maïdan en 2014. Quand Yanukovych est parti, quand il a été chassé du pouvoir. Et vous expliquez, c'est quoi Maïdan, pour ceux qui ne savent pas? Ah, alors Maïdan, c'était c'est un peu comme Tiananmen ukrainien. Les gens sont sortis sur Maïdan pour justement protester contre le gouvernement en place, qui était un gouvernement lié à Moscou. Comme ça, Yanukovych, j'ai couvert même son élection avant, quand il a perdu la précédente. En tout cas, peu importe. Et finalement, il a pris le pouvoir. Ce Yanukovych était à côté comme ça avec Moscou et il faisait des pieds et des mains pour que l'Ukraine n'adhère pas à l'Union européenne, alors qu'il y avait de plus en plus le désir les Ukrainiens, les jeunes Ukrainiens voulaient être européens. Ils ne voulaient pas être russes, ils voulaient être européens. Et quand je suis... Et donc, il est déjà au pouvoir depuis... en quelle année il a été élu? En 2012, je pense, je ne me souviens plus. Il est déjà au pouvoir. Et là, les gens arrivent, ils manifestent sur la... Maïdan, c'est la place centrale de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et ils campent là, ils sont... j'ai pas couvert ça parce que j'étais déjà à l'époque à Paris, donc c'est mon collègue Jean-François Bélanger qui couvrait. Mais là, la Russie venait d'annexer la Crimée. Donc lui est parti en Crimée, moi je suis à Paris. On m'envoie à Maïdan parce qu'à Maïdan, on a commencé à tirer sur les manifestants. Alors, c'était une des fois où, parce que les gens me demandent souvent, est-ce que tu as eu peur? Je n'ai pas eu peur souvent dans ma vie, mais cette fois-là, j'ai eu peur parce que je partais de Paris, puis là, je regardais mon téléphone. Oh, déjà 12 morts. J'arrive à l'aéroport, il y a déjà 28 morts. Je monte dans l'avion, il y a déjà 40 morts. J'ai dit, mon Dieu, je m'en vais couvrir un massacre. Puis effectivement, ça l'a été. 88 morts, je pense, 88. Et Yanukovych est finalement parti. Mais ce que j'ai vu, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu un désir de la majorité, surtout des jeunes, d'être européens. C'est pas l'Europe, c'est pas l'OTAN, c'est eux qui voulaient. C'est la majorité des Ukrainiens qui le voulaient. D'ailleurs, on l'a vu comment ça a évolué. Et je pense que l'appui à l'OTAN, l'appui à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était, là je me souviens plus en quelle année, mais même en 14, en 13, 14, était autour de 30 quelques %. Ça a monté en flèche. Et donc, et puis il y a une autre chose que je dis souvent, c'est que les Russes utilisent cet argument-là que moi je trouve, pour répondre de façon courte, fallacieux, parce que c'est pas l'OTAN qui voulait y aller, c'est eux qui voulaient avoir la protection. D'ailleurs, ils ont bien vu, les voisins, c'est la même chose pour la Géorgie, hein. En plus, en tout cas, j'ai eu des contacts assez étroits, familiaux avec la Géorgie, puis je connais assez bien les sentiments là-bas. C'était la même chose, sauf que là, ils ont un gouvernement pro-russe. Mais les pays baltes, la première chose qu'ils ont fait, ils ont adhéré à l'Europe, ils ont adhéré à l'OTAN, parce qu'ils savaient que ça allait les protéger. Et personne ne voulait être sous la protection de Moscou. Et donc, les Ukrainiens l'ont vu et ils savaient que ça allait les rendre plus libres et qu'ils allaient plus être en mesure de réaliser le rêve du pays qu'ils voulaient. Bon, la corruption, il y a toutes sortes d'affaires. Évidemment, la réalité n'est jamais noir et blanc comme ça. Mais une autre chose que je dis souvent, parce que les gens disent, les Russes disent, les Ukrainiens, c'est pas une nation, c'est même pas une langue, c'est un slang, bon, etc. C'est des arguments qu'on entend souvent. Et c'est vrai que l'identité, moi je suis allée plusieurs fois en Ukraine, et je parlais toujours en russe parce que je parle pas ukrainien. Tout le monde parle russe. Bon, dans les petits villages, peut-être les vieux parlaient pas russe, mais tout le monde parle russe. Et c'est vrai que le plus grand écrivain ukrainien écrivait en russe, Gogol, tout ce que vous voulez. Mais une nation, c'est pas immuable sur des millénaires. Et ce que la Russie a fait avec l'Ukraine a fait renforcer le sentiment d'identité nationale de façon fabuleuse. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut avoir des doutes sur une nation qui s'appelle l'Ukraine, où on ne veut plus parler russe.
Aussi simple que ça, alors que le russe est une langue magnifique et que beaucoup de ces Ukrainiens ont étudié en russe, parlent très bien russe. Mais j'ai lu des comptes rendus des familles, un jeune qui racontait comment dans sa famille, parti d'un petit village, ses parents, où on parlait ukrainien, sont montés à Kiev pour étudier, ont étudié en russe, se sont imprégnés du russe au point où quand ils ont eu leur propre famille, quand ils se sont rencontrés, ils ont fondé leur propre famille, ils ont élevé leurs enfants en russe. Et maintenant, depuis que la guerre a commencé, même avant ça, parce que le Donbass, eux, ils considèrent que la guerre a commencé en 2014 avec le Donbass, il n'y a plus un mot qui se dit en russe dans la maison. Tout le monde est revenu à l'ukrainien. Et le jeune qui décrivait ça, il disait, moi, j'étais beaucoup plus à l'aise en russe qu'en ukrainien. Mais maintenant, Zelensky, le président, il a été élevé en russe. Sa première langue est le russe. Il ne parle plus jamais en russe. Il parle qu'en ukrainien. Donc, cette nation, elle est née, elle existait avant ça, parce qu'il n'y a pas que la guerre qui a fait cette nation, le Holodomor aussi. C'est la grande famine des années 30. Mais la nation telle qu'on la connaît, je veux dire, le nombre de drapeaux européens qu'il y avait sur Maïdan, c'est incroyable. Et ces jeunes-là, ils veulent plus rien savoir. Et je ne suis pas surprise du tout, pas parce que je suis polonaise, mais parce que les Russes... Moi, j'adore la langue russe et la culture russe aussi, mais parce que c'est un pays qui fait rien pour développer son propre business. C'est un pays de voleurs c'est un mafia state. Alors, qui veut être sous la coupe de Moscou? Pas grand monde, à part quelques pays africains, peut-être, qui n'ont pas d'autre choix. Bon, j'ai fait un grand plaidoyer. Ben, c'était senti et probablement un peu vrai en même temps. Écoutez, il reste très peu de temps, mais j'aimerais quand même vous poser une question au nom, je pense, de nos étudiants. En fait, vous demandez à ces jeunes journalistes là, qui sont devant nous, à ces jeunes étudiants en sciences humaines, bref, futurs anthropologues peut-être, s'il y avait un conseil que vous pouvez donner à ces jeunes-là qui sont devant vous, là, ce serait quoi? Ceux qui veulent faire du journalisme, à tout le moins, essayer de changer le monde, comme vous l'avez fait. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, je leur dirais que le monde, c'est vrai, est devenu beaucoup plus complexe. Le journalisme est encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était. Enfin, il est toujours important. Ceux qui veulent étudier en journalisme, bon, il n'y a pas que le journalisme, mais nos démocraties sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le pense. Et j'ai vu plusieurs des pays d'Europe de l'Est, dont mon propre pays, basculer vers un autoritarisme où la démocratie était sur le point de disparaître, comme en Hongrie, par exemple. Alors, bon, évidemment, la démocratie canadienne est beaucoup plus ancienne. Nos institutions sont plus solides. Aux États-Unis aussi, on a vu que la démocratie a tenu malgré l'attaque sur le Capitole et malgré les 4 ans de Trump, qui n'est pas un démocrate, c'est évident pour moi. Mais même nos démocraties sont très fragiles. Et il n'en tient qu'à nous pour les sauvegarder. Et je vous le dis, pour avoir vécu dans des pays non démocratiques, ça peut être terrible. Puis les massacres dont on parle, c'est à ça que ça mène. Et bien d'autres choses encore. Et le journalisme, ce qu'on appelle le 4e pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, c'est ça, c'est un des piliers de nos démocraties. J'écoutais aujourd'hui le reportage d'un de nos fabuleux journalistes, Thomas Gerbet, à la radio de Radio-Canada, sur cette vente de terrain à la compagnie suédoise. Hein? C'est des Suédois? Oui. Nordvolt. Et je veux dire, écoutez-le. D'abord, c'est un bijou de reportage. Il n'y a pas une demi-phrase qui est de trop. Chaque phrase a une importance. C'est comme une pierre jetée dans... C'est un petit reportage qui passe aujourd'hui en boucle, mais écoutez-le. Je ne vous en dirai pas plus parce que ça serait trop long, mais c'est grâce à ça que nos démocraties tiennent encore. Et vous allez voir, à chaque fois on l'a vu, puis on va le voir encore, malheureusement, chaque fois qu'un autocrate arrive au pouvoir quelque part, souvent par un vote démocratique, parce que l'élection, c'est rien qu'une petite partie de nos démocraties. Chaque fois qu'un autocrate arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il met sous sa coupe les tribunaux et les médias d'information.
Parce que les gens informés sont des gens qui regardent ce que font les politiciens et peuvent les contester. Donc ça, c'est le journalisme. Il n'y a pas que le journalisme, il y a aussi les ONG, les organisations non gouvernementales qui font ce travail-là. Mais le journalisme est plus important que jamais. Et malheureusement, je vais vous raconter, juste pour finir, une anecdote, mais j'étais vraiment sciée. J'ai été interviewée par un étudiant de l'école polytechnique il y a quelques semaines, deuxième année de polytechnique, jeune homme brillant, un ami de mon neveu, pour ne rien vous cacher, qui devait faire un travail sur comment on s'installe à l'étranger. Plus pour les ingénieurs, qui souvent les ingénieurs québécois voyagent à l'étranger, ils vont là 3 mois, 4 mois. Comment on fait? Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'on doit apprendre la langue? Bon, tous les rudiments d'un expat, comment on fait ça. Donc, il y avait un questionnaire, je réponds aux questions, et à la fin de la conversation, on commence à placoter, puis j'ai dit quelque chose, tu as dû l'entendre à la télé. Il dit, mais non, j'écoute jamais la télé. Alors, j'ai dit, oh, c'est vrai, la télé, c'est du passé, écoute pas la télé, OK. Mais j'ai dit, tu as dû l'entendre à la radio, peut-être. Il dit, non, j'écoute jamais la radio. Je dis, t'écoutes pas la radio? Mais tu lis les journaux. Il dit, je lis jamais les journaux. Tu lis jamais les journaux? Mais comment tu fais pour aller voter? Comment tu fais pour savoir pour quel parti aller voter? C'est quand même un grand privilège de pouvoir aller élire notre gouvernement. Et il dit, je regarde la boussole électorale à Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada, quelques semaines avant ou quelques jours avant les élections, je me fais une idée. D'abord, il se fait une idée avec un médium. Tu sais, normalement, on devrait lire au moins 2, 3 sources, 4 sources. En journaliste, d'ailleurs, c'est une des règles d'or. 3 sources au moins. On ne la respecte pas toujours, mais c'est ça en principe. Et puis, il dit, j'écoute... il dit, je suis abonné à un canal YouTube. C'est un gars... il y a pas mal des informations intéressantes, des opinions intéressantes. Je dis, un gars, mais il est où ton gars? Oh, il est en Ohio, quelque part. Je dis, t'écoutes un gars dans son sous-sol en Ohio et tu te fais ton opinion sur ce qui se passe dans le monde et sur ce qui se passe au Québec, au Canada. Et franchement, c'était pas un 2 de pique, là. C'était un étudiant à l'école polytechnique. Mais je dis, mais c'est pas possible. Il faut s'informer, il faut... Et bon, tu sais, je peux bien dire... Après, il y a beaucoup de gens, quand je raconte ça dans mes conférences, des gens viennent me dire, ouais, moi j'ai des ados à la maison, comment je fais pour leur faire lire des journaux et tout ça? Je dis, l'exemple, meilleure chose, s'il y a toujours un journal sur la table et si vous avez un livre d'entre les mains de temps en temps, bien, vos enfants vont faire pareil. Bon, il y a des enfants qui ont été élevés dans des maisons où il n'y avait aucun livre, qui sont devenus des grands écrivains. J'en connais ces cas de figure aussi. Mais en général, et si vous ne devenez pas journaliste, au moins, je vous en prie, lisez les journaux, écoutez la radio. La télé, c'est vrai que c'est encombrant. Moi, si c'était à refaire, je ne ferais peut-être pas de la télé, parce que moi, j'écoute la radio. J'écoute la radio tout le temps, tout le temps. J'ai sur mon téléphone des radios, tu sais, c'est une icône pour plusieurs postes de radio. Français, russe, polonais, italien. Ouais, j'en ai pas d'autres. Mais tu sais, c'est tellement simple. Tu cliques sur l'icône, puis tu l'écoutes en faisant ta vaisselle, en faisant ton lavage. Et il y a des bonnes radios. Et les journalistes travaillent fort pour contribuer à la vitalité de nos démocraties. Mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls dans leur coin si personne ne les écoute. Il y a un micro ouvert pour ceux qui auraient des questions. Donc, vous avez juste à vous lever et à vous présenter. On va tenter... Madame Chatzka va tenter de répondre à votre question. Pardon. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Chad Cloutier. Je suis en sciences nat, donc pas partout en sciences humaines ou en journalisme, n'importe quoi. Et moi, je me suis posé une question. C'est en 1991, lors de la dissolution de l'URSS, c'était quoi votre ressenti pour le futur? Comment est-ce que ça allait se passer, en gros, dans le monde? Oh, ça, c'est difficile, hein, parce que je pense que j'étais un peu comme tout le monde. Hein. Je croyais que ça allait enfin... Vous savez, quand j'étais étudiante ici au Québec, j'étais très gauchiste, aux grandes dames de mes parents qui ne voulaient plus rien savoir des systèmes communistes. Moi, j'étais sympathisante d'un groupe marxiste-léniniste. Je faisais ma crise d'adolescence comme ça. Et je me souviens, mes parents me disaient toujours, mais t'es complètement folle. Ben, ils n'étaient vraiment pas contents. Mais ce système est immuable.
Et moi, je parlais tout le temps d'Amérique latine à l'époque. Je dis, oui, mais regardez, les États-Unis, c'est pourri. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Amérique latine, blablabla. Alors, il m'a dit, en Amérique latine, ça peut changer du jour au lendemain. Alors que le glacis communiste, c'est immuable. Ça ne changera jamais. C'est tellement gelé, si vous voulez. Alors, évidemment, quand l'Union soviétique a été dissoute, je discutais avec mes parents, je disais, vous voyez, ce système-là est tombé, alors qu'en Amérique latine, on a encore des dictatures et on a encore une influence pas mal forte des États-Unis. Et alors oui, je partageais l'espoir de beaucoup de monde que ça allait, parce que c'est des pays, mais c'est une richesse. D'abord, c'est immense. Hein, l'URSS, mais même la Russie, qui reste, c'est le plus grand pays au monde, avec des richesses de culture, de sous-sol, de tout. Je veux dire, ça pourrait devenir quelque chose de fabuleux, mais malheureusement, on a assez vite déchanté. Mais ça a pris quand même quelques années. L'autre chose, évidemment, pour laquelle on était très heureux, c'est que tout ça, et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, grâce à Mikhaïl Gorbatchev, qui était premier secrétaire du Parti communiste à l'époque, ça s'est fait sans effusion de sang, ou à peu près. Il y a eu quelques morts, mais ça aurait pu être un massacre. Et ça s'est fait sans effusion de sang, donc ça, c'était quand même quelque chose de formidable. Donc, c'était un formidable espoir, mais qui a été complètement perdu. Écoutez, merci infiniment pour cette conférence. Je pense qu'on peut applaudir Mme Chotzka.